Bonjour et bienvenue pour cette 5e édition du Bourse au Live. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'avenir de l'immobilier professionnel en Europe. Et pour en parler, nous sommes avec 4 experts du secteur qui vont décrypter les tendances et les opportunités de ce marché en pleine mutation. J'accueille donc Béatrice Gage, directrice de la recherche et de l'innovation, et Xavier Royer, responsable relations clientèle-distribution chez Swiss Life Asset Managers France. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marie-La. Avec nous également Nicolas Van den Ende et Olivier Lousouarn, respectivement directeur de l'épargne et directeur des investissements chez Sofidy. Bonjour. Bonjour Marie-La. Alors pour commencer, on va s'intéresser au contexte économique actuel. Nicolas, l'Europe semble retrouver de l'attractivité après plusieurs années difficiles. Comment est-ce que vous analysez cette évolution ? Alors effectivement, on sent un regain d'intérêt, un regain d'attractivité pour l'Europe à l'échelle mondiale. Tout ceci dans un contexte où depuis quelques mois, post-élection de Donald Trump, on sent un certain nombre d'incertitudes autour des politiques économiques, des mesures protectionnisme qui sont prises, qui créent effectivement une légère défiance vis-à-vis des États-Unis et qui aident à avoir un retour des capitaux vers l'Europe. Rappelons qu'hier, il y avait à l'échelle mondiale sur 10 $, 9 étaient investis aux États-Unis. On sent aujourd'hui les choses évoluer notamment grâce, et si on se focalise un petit peu plus sur le sujet immobilier, grâce également des logiques de repricing, puisque l'immobilier a corrigé, donc ça rend une attractivité. Donc tout ceci favorise des capitaux qui reviennent qui se tournent davantage vers l'Europe. Béatrice, vous partagez cette analyse ? Oui, tout à fait. Je vais juste ajouter le fait qu'effectivement, il y a eu un regain pour l'Europe, mais lié à un accident historique quand même. Le premier qui a été l'annonce des tarifs douaniers, le Liberation Day. Et peut-être que pour comparer les classes d'actifs entre elles, ce qu'on peut dire, c'est que sur les marchés beaucoup plus liquides, on a vu une rotation sectorielle des portefeuilles par rapport justement à la hausse des taux américains. Donc ça, c'est très important. Comparativement, il y a eu une hausse des taux d'intérêt suite à l'annonce du Der Plan en Allemagne et puis ensuite par rapport au readiness. Mais encore une fois, le différentiel, puisque là il s'agit d'avoir on sait très bien que les performances différentielles sont beaucoup plus intéressantes pour les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou retail, que des performances absolues en tant que telles. Et c'est vrai qu'a priori, déjà sur le rendement en capital des actions et aussi des obligations, a priori l'Europe, j'allais dire, rapporte plus pour parler vulgairement. Et pour faire le lien avec l'immobilier, comme il y a quand même une corrélation entre le marché obligataire et le marché immobilier, il est bien évident qu'à partir du moment où le segment obligataire est plus attractif en Europe, l'immobilier de fait sera aussi beaucoup plus attractif en Europe. Après, c'est vrai qu'on a parlé des tarifs douaniers. Quand on se projette un petit peu dans le temps long, parce que l'immobilier c'est quand même du temps long, il y a quand même des boussoles qui doivent être un petit peu des références, c'est-à-dire que quand on réfléchit par rapport au taux long, c'est vrai qu'on est à peu près à une dette publique de 85% du PIB en moyenne en Europe, on est à 120% du PIB aux États-Unis, on est à 250% de dette publique par rapport au PIB au Japon. Donc c'est vrai que quand on voit ces métriques-là, on comprend finalement pourquoi il y a eu un changement de dynamique structurelle qui s'est fait effectivement au bénéfice de l'Europe. Mais encore une fois, il y a eu un accident de parcours par l'élection de Trump et par les annonces qui fait que du coup, ça a été favorable pour nous et c'est tant mieux. Olivier, est-ce que cette dynamique s'accompagne d'un renforcement du projet européen en lui-même ? Oui, je pense que même avant Trump, je dirais que la déclaration de guerre sur le flanc est européen par Poutine, la guerre en Ukraine, puis l'élection de Trump, on fait prendre conscience à l'Europe, à l'ensemble des pays constituant l'Europe, qu'il fallait un sursaut, notamment pour converger un petit peu vers davantage d'autonomie stratégique. Déjà, on parle de mobilisation de budget incroyable par la voie allemande, qui est l'un des pays qui a probablement le plus de marge de manœuvre pour le faire aujourd'hui en Europe, mais aussi de souveraineté énergétique. Ça, c'est parti dès la guerre en Ukraine, où il faut essayer de s'approvisionner ailleurs que de gaz provenant de Russie. Donc tout ça provoque un sursaut, à n'en pas douter. Est-ce que ça va nous faire aller vers davantage d'intégration européenne ? On le verra, on l'espère, on y aspire probablement, en tout cas une grande majorité des Européens. Oui, c'est un push, mais en tout cas dans l'immédiat, c'est davantage de coopération qu'on observe sur tous les niveaux, au plan énergétique, au plan de l'armement, de l'autonomie sur tout un tas de thèmes, mais pas seulement, sur l'innovation technologique, la transition écologique, sur la santé, sur la cybersécurité aussi, qui est un élément
liées à la souveraineté stratégique. Voilà, c'est toute cette coopération qu'on observe, une mobilisation de moyens publics qui vont attirer des moyens privés et qui font qu'aussi on est un petit peu sous observation de beaucoup de grands argentiers de la planète qui s'intéressent à ce nouveau destin européen dont on peut attendre beaucoup. Et naturellement, c'est un push pour l'immobilier en général. En tout cas, c'est un élément qui contribue à voir le cycle redémarrer. On peut aussi évoquer les taux, bien sûr, on l'a déjà fait, c'est évident, c'est le nez au milieu de la figure, ça, mais qu'il s'agisse du coût de la dette souveraine et du différentiel de 100-200 points de base entre le coût de l'argent pour l'État américain et le coût de l'argent pour la plupart des pays européens, il y a un gros impact, il y a une grosse différence qui fait qu'on en a plus pour son argent en Europe, entre guillemets, et même sur les taux courts qui permettent de déterminer le coût de l'argent au guichet des banques pour les agents économiques, particuliers ou entreprises. On a vu la trajectoire européenne qui a clairement, dès que la bataille contre l'inflation a été gagnée, c'est un petit peu tôt pour le dire, mais a été contenue, on va dire, on arrive à 8 baisses successives des taux directeurs en Europe. Donc effectivement, le contexte est prêt pour qu'on observe un redémarrage franc du cycle en général et du cycle immobilier en particulier en Europe. Vous confirmez, Béatrice ? Oui, à ceci près que je vais nuancer par rapport au marché américain. En fait, c'est vrai que quand on compare l'immobilier américain et l'immobilier européen, en fait, l'immobilier américain avait déjà beaucoup corrigé, et il avait peut-être beaucoup corrigé par rapport à l'immobilier européen. Alors c'est vrai que souvent on se dit quand l'immobilier a corrigé, finalement c'est une opportunité. Mais en fait quand on compare les deux marchés, et comme on réfléchit de manière, internationale en termes de flux, il se trouve que de toute façon l'immobilier américain était déjà très pénalisé comparativement à l'immobilier européen. On pourrait se dire il y a beaucoup plus de décodes, beaucoup plus de corrections, mais en fait il y a structurellement beaucoup plus de problèmes aux États-Unis, notamment sur le marché de bureaux, comparativement à l'Europe. Et ensuite, c'est vrai qu'à partir du moment où finalement Trump a été élu en fin d'année, c'est l'immobilier industriel qui s'est effondré aux États-Unis, puisqu'en fait les investisseurs ont bien compris qu'à partir du moment où il y allait avoir des tarifs douaniers, ça allait remettre en cause toute la partie dynamique sectorielle qui théoriquement devrait porter la compétitivité. Et j'allais dire aussi, l'immobilier européen en a profité par vase clos, puisque par rapport à ce que mon homologue a expliqué, c'est vrai que de ce point de vue-là, la plateforme européenne apparaît comme beaucoup plus intéressante à partir du moment où on peut aussi là diversifier les stratégies. Voilà. Justement, Xavier, comment est-ce que vous adaptez vos stratégies d'investissement par rapport à ce contexte qu'on vient de décrire ? Sur nos stratégies d'investissement, du coup, on se repose sur des positionnements de long terme et on va essayer d'être le plus pédagogue possible avec nos épargnants, notamment pour leur expliquer ce qui va guider nos choix et nos positionnements selon les différentes classes d'actifs et selon les différents pays. Alors passons maintenant aux signaux concrets de cette amélioration. Si l'Europe retrouve son attractivité, est-ce que cela se traduit déjà par une reprise tangible du marché immobilier, Nicolas ? Alors on a assisté effectivement à un mouvement de contraction assez important sur les marchés et puis on sent un léger redémarrage. En tout cas les signaux en 2024 ont montré que c'était un peu mieux qu'en 2023. Même si à l'échelle française c'était un petit peu moins marqué, un petit peu moins présent. Depuis le début de l'année, on ressent quand même une logique de retour, de reprise des transactions, avec également des acteurs plutôt à vocation institutionnelle qui reviennent sur ce marché, qui sont toujours les premiers à revenir, mais qui sont des signaux importants avec des noms des acteurs de renom. On verra ce que vont donner les chiffres pour le deuxième trimestre, mais on continue de voir une petite logique d'accélération. Donc ça c'est quand même un signal important qui vient témoigner d'un redémarrage et effectivement d'un marché qui retrouve une attractivité plus forte. Et puis on peut prendre un exemple assez concret. Récemment, on a un immeuble parisien de bureaux, très bien placé bien évidemment, mais qui, sur un volume assez important de près de 700 millions d'euros, qui a suscité beaucoup d'offres, une douzaine d'offres, qui font la démonstration qu'il y a des capitaux qui sont prêts maintenant à s'investir et qui ont retrouvé de la confiance. Donc ça, c'est un élément important qui témoigne justement de cette reprise et de cette attractivité qui aujourd'hui commence clairement à refaire une belle démonstration. Béatrice, vous faites le même constat que Nicolas sur cette reprise ? Alors ce serait difficile de ne pas faire le même constat, mais encore une fois, je vais essayer d'apporter un éclairage assez différent et bicéphale en disant que c'est vrai que d'un point de vue des valorisations de portefeuille, ce qui est aussi important pour les épargnants, il y avait eu finalement un redémarrage au niveau des valorisations à la fin d'année 2024, tous secteurs confondus. On était en territoire positif à peu près partout en Europe, exception faite bien évidemment du bureau. Et il se trouve qu'avec ce qu'on a dit précédemment, mi-février, l'annonce des Allemands, ensuite le Liberation Day
la découpe sur le deuxième trimestre, eh bien, on a eu un effet taux qui est venu finalement peser quand même sur l'appétit qu'on attendait pour le premier trimestre. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu de momentum, mais paradoxalement pas autant qu'espéré, mais qui s'explique assez bien par le fait que justement il y a eu cette augmentation des taux allemands. Après, ce que j'ai envie de dire par rapport aux grosses transactions et par rapport à ce que vous avez expliqué, c'est le fait que, évidemment, il y a des gros tickets, ce qu'on n'avait pas vu par exemple en 2024. Donc, on sent qu'a priori, les investisseurs sont prêts à aller par exemple sur du segment du bureau, pourquoi pas sur du segment commerce, logistique, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, notamment par rapport à la logique de taux, donc je reprends, les taux c'est le nez au milieu de la figure, mais c'est important de dire une chose, c'est qu'en fait quand les investisseurs viennent se positionner, notamment pour des tickets, en fait ils ont réfléchi que les taux allaient quand même rester, les taux longs en tout cas, allaient rester à un niveau relativement élevé par rapport à ce qu'on a connu depuis 2015, et ils allaient probablement retrouver leur niveau d'avant la crise financière globale. Donc tout ça pour dire que ce qui est important quand il y a un déploiement d'equity ou de cash de manière plus importante que par le passé, c'est qu'en fait, les investisseurs viennent parier sur finalement du revenu courant et de la croissance du revenu espéré. Et en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, dans notre stratégie d'allocation ou de sélection telle qu'on la travaille, c'est très important de se dire où est-ce qu'on déploie du cash pour finalement envisager les performances futures. On le déploie dans des zones de productivité qui sont extrêmement importantes, dans des zones de productivité en termes de capital, des zones de productivité en termes de capital humain. Et c'est ce que vous avez expliqué, c'est la raison pour laquelle finalement on préfère déployer un gros ticket sur une zone qui est très porteuse, très résiliente, avec beaucoup de potentiel, plutôt que des petits tickets finalement sur des zones moins résilientes. Donc tout ceci est important à comprendre finalement dans le nouveau cycle immobilier qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Alors justement, la transition est parfaite pour parler de géographie. Pour réussir sur le marché immobilier, les investisseurs doivent forcément adapter leur stratégie pays par pays. Je crois que c'est quelque chose que vous faites depuis très longtemps, Xavier. Oui, alors même plus qu'une habitude, c'est vraiment dans notre ADN, parce que Swiss Life Asset Managers est une société de gestion qui est pan-européenne. On est présent dans plus de 12 pays en Europe et on va être présent sur l'ensemble des secteurs. Donc aussi bien sur des secteurs classiques, type hôtellerie, bureau, logistique, comme pouvait l'évoquer Béatrice, mais aussi sur des secteurs de niche, comme par exemple l'hôtellerie de plein air. Donc c'est un secteur qui est très connu, qui est en fait le camping. Et ça va se retrouver dans nos produits grand public qui vont être eux-mêmes diversifiés géographiquement et sectoriellement. Et c'est un double avantage pour les épargnants. Premièrement en direct, donc par exemple pour des produits qui seraient détenus en direct comme les SCPI, on va bénéficier de revenus qui vont permettre un crédit d'impôt sur les revenus, parce qu'à l'étranger on ne paye pas, on n'a pas une double imposition entre les impôts français et les impôts étrangers. Et en assurance vie, ça va permettre une diversification, parce que l'ensemble des pays ne réagissent pas forcément de la même façon sur le cycle, et sur le secteur la même chose. Et pour rappel, la SCPI Mistral Sélection est l'une des rares SCPI à être présente dans l'assurance vie Boursorama avec 0% de frais d'entrée. Le message est passé. Béatrice, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, peut-être que, comme l'a expliqué Xavier, la diversification, ça fait partie de notre ADN, à la fois géographique et à la fois sectorielle. On peut avoir des stratégies qui aujourd'hui, donc là je parle de manière beaucoup plus large pour les épargnants aussi, pour qu'ils puissent comparer les stratégies qui sont déployées, des stratégies qui sont multisectorielles, donc différents secteurs, dont par exemple la logistique, elle va en poupe par rapport à ce qui a été expliqué notamment sur la dynamique européenne, le fait qu'il y avait ce grand plan européen, cette convergence d'intérêts, le plan pour relancer la compétitivité européenne. Et tout ceci va bien entendu passer, a priori, on l'a déjà un petit peu vu avec la défense, avec des sous-jacents qui sont particuliers, qui est le sous-jacent le plus emblématique, c'est la logistique et le secteur industriel. Pour dire quoi ? Pour dire soit on décide d'avoir une stratégie multisectorielle, comme tu viens de l'expliquer, entre la logistique, l'hospitality et d'autres secteurs, sur un pays, par exemple, ou alors multisectoriel sur différents pays, ou alors monosectoriel de manière pan-européenne. Et donc ça aussi, c'est important finalement à prendre en considération, puisqu'on va avoir soit ce qu'on appelle un effet d'allocation et aussi un effet sélection qui permet en fait d'augmenter la rentabilité ajustée du risque à court, à moyen et à long terme. Olivier, comment est-ce que les stratégies d'investissement françaises ont évolué ? Je crois que l'approche franco-française, elle est un petit peu délaissée maintenant. Oui, dans notre univers, on voit effectivement que tous les véhicules qui se sont créés ces dernières années ont des visées pan-européennes.
C'est assez simple à expliquer, hein. C'est un raisonnement basique. Tout ce qu'on va chercher dans des zones économiques à forte dynamique économique, démographique, ou pour des raisons liées à l'héliotropisme, au tourisme, etc., si on va essayer de développer ces expertises à l'étranger, on va multiplier, on va étendre son terrain de chasse. Donc ça, c'est ce que l'ensemble des acteurs a pu reconnaître et pratique aujourd'hui. Alors ce qu'il faut reconnaître, c'est que ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas en 2 ou 3 ans qu'on développe des expertises multisectorielles, multigéographiques. Il faut être extrêmement prudent avec ça. Alors nous, on l'a aussi en tête, hein, de pratiquer cette diversification. Ça fait depuis une quinzaine d'années qu'on vise l'ensemble des pays d'Europe de l'Ouest. On a à peu près 20-25% de nos patrimoines qui sont exposés à l'étranger. Mais pour l'instant, il n'est pas question d'aller encore sur un autre continent. On peut avoir cette idée-là parce que c'est une façon, tous les marchés sont décorrélés, hein, géographiques et classes actifs, ils sont ou pas parfaitement corrélés, disons-le comme ça. Et donc c'est important d'avoir toute cette espèce de kaléidoscope en tête pour savoir quand et où il est bon d'acheter tel type d'actif et quand et où il est bon peut-être de le vendre. Donc c'est une expertise qui mérite beaucoup de temps, mais qui normalement devrait procurer davantage de résilience au portefeuille pour ceux qui ont à cœur de gérer de façon un peu plus dynamique ces pays, ces produits traditionnellement assez tranquilles, on va dire. Parce que Nicolas, chaque pays, chaque marché a ses spécificités. Vous pouvez nous donner quelques exemples ? Oui, chaque marché a ses spécificités et c'est important, comme le soulignait Olivier, on ne peut pas s'improviser sur un marché. C'est important de connaître ce marché, d'être implanté. Xavier le soulignait, avec l'expertise de Swiss Life Asset Manager. On a la chance également chez Sofidy et également grâce au groupe Tikeo dont nous faisons partie, d'avoir cette capacité à être présent localement pour comprendre les marchés, pour agir localement. Donc ça, c'est un élément important. Chaque marché a ses spécificités. On va prendre l'exemple de l'Allemagne. C'est un marché effectivement qui historiquement a été très tourné en termes de typologie vers les marchés de bureaux et qui était très concentré. Et ça, c'est parce que l'Allemagne est organisée ainsi vers les quelques grandes villes, des lenders en Allemagne, donc un marché qui était très tiré par ces grandes villes. Quand on prend des pays plutôt orientés sur l'Europe du Sud, l'Espagne, l'Italie, qui sont des exemples assez criants, mais c'est vrai que c'est des marchés qui sont très portés par l'activité touristique. Donc l'importance... Il y a des vraies différences d'un marché à l'autre. Il y a des vraies différences d'un marché à l'autre qui ne se reposent pas purement et simplement sur des logiques réglementaires, sur des logiques effectivement d'attractivité, de différences culturelles. Il y a une vraie logique, pour reprendre le terme de productivité qu'évoquait tout à l'heure Béatrice. Oui, il faut identifier les bonnes zones et la productivité à laquelle ils peuvent répondre. Et ça ne s'improvise pas. C'est important, c'est comme ça qu'on va construire nos portefeuilles. Et on peut prendre un dernier exemple, là, qui est quelque part beaucoup plus conjoncturel, mais c'est vrai qu'on a constaté une réaction plus forte et un pragmatisme qui est caractéristique des marchés anglo-saxons. Donc on peut y mettre le Royaume-Uni, on peut y mettre également les Pays-Bas, qui sont des marchés qui ne tergiversent pas, là où des marchés en Europe continentale vont l'être un petit peu plus. Quand ça corrige. Et ça aussi, c'est des considérations qu'il faut prendre en compte parce que ça crée des momentum de marché, comme le soulignait Olivier, différents en fonction et donc un peu plus peut-être de décorrélation. Et il faut être en capacité de bien l'analyser pour pouvoir la jouer parfaitement à l'intérieur des véhicules qu'on peut gérer. Béatrice, vous vouliez réagir ? Oui, peut-être sur le marché espagnol ou le marché italien, puisque en fait vous avez expliqué qu'ils étaient plus orientés sur l'aspect touristique et du coup c'est la vérité que quand on veut déployer ce type de stratégie, on regarde plutôt côté Europe continentale, la France inclus, et peut-être rajouter le fait que pourquoi aujourd'hui tout le monde veut essayer de se déployer sur le terrain de chasse touristique, j'allais dire pour 2 raisons. La première raison, c'est le fait que, il faut aller chercher du dividende récurrent. Et ce qu'on a vu, c'est que le secteur de l'hôtellerie ou hôtellerie de plein air, finalement, ces 2 secteurs sont les seuls qui ont pu, alors je vais essayer de pas parler de manière technique, mais c'est les secteurs qui ont permis finalement de passer l'inflation sur les prix de sortie et qui ont permis en fait d'avoir du revenu réel, donc corrigé de l'inflation, en forte croissance et en croissance beaucoup plus élevée que sur les autres secteurs. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, normalement, quand on travaille des produits typiquement pour les épargnants et qu'on cherche du revenu récurrent, on va aller sur ce type de produit parce que quelque part, ils sont très différents par rapport à l'immobilier classique. Ça, c'est la première chose.
Nicolas le disait très bien, c'est vrai aussi qu'il faut regarder de manière locale et territoriale. Donc vous évoquiez l'Italie. C'est vrai que par exemple, quand on regarde l'Italie, à contrario, vous avez parlé de l'Allemagne qui était plutôt spécialisée en bureaux, le fait que ce soit un marché qui soit relativement régional. Donc pourquoi ? Parce qu'il y a de la décentralisation comparativement à d'autres marchés où il y a plus de centralisation. Donc ça a aussi un effet en dynamique de bureau, mais aussi sur des logiques industrielles. Donc pour reprendre sur l'Italie, par exemple, il faut bien comprendre que l'Italie et l'Allemagne ont des relations commerciales extrêmement importantes, au-delà du tourisme. Il faut bien comprendre que autant on voit un tissu industriel très dense, très connu en Allemagne, mais il y a aussi le phénomène de district industriel très connu, par exemple en Italie, où là, quand en général on a une bonne connaissance de ces marchés, on peut jouer le play ou la stratégie à la fois du secteur de l'hôtellerie, à la fois du secteur de la logistique, et là aussi on va diversifier son risque. Donc du coup, c'est encore une fois, vous l'avez dit, il faut avoir une approche très locale, et puis c'est vrai que quelque part le knowledge ou la connaissance, elle est cumulative, parce que quand on a été sur des marchés depuis de nombreuses années, du coup on arrive aussi à caractériser les cycles différemment, on arrive à voir finalement qu'est-ce qui opère plus dans la performance globale. Est-ce que c'est du revenu en capital? Est-ce que c'est du revenu courant? Pour les épargnants, c'est très important d'avoir du revenu courant. Et du coup, en structurant les cycles de manière différente, ça permet aussi d'avoir une forme d'avantage comparatif par rapport, on va dire, à d'autres investisseurs qui se positionnent de manière beaucoup plus récente sur ces marchés. Voilà ce que j'ai ajouté. Olivier, Béatrice évoquait l'Italie. Quel regard vous portez sur ce marché ? Le même. Je crois qu'il faut reconnaître qu'il faut sortir de l'ornière un petit peu. Beaucoup ont eu tendance à considérer l'Italie comme un des mauvais élèves de l'Europe, le pays un petit peu mal géré avec des finances publiques à la dérive, une démographie qui va pas très bien, un pays vieillissant, un sud difficile d'accès, etc. Voilà, la communauté des investisseurs a plutôt ça en tête, ou 80% d'entre eux, mais effectivement, au-delà du tourisme qui est l'évidence qu'on veut tous reconnaître aussi et bien ancré, il y a un capital touristique, culturel, artistique qui est incroyable. C'est un pays d'une grande beauté où tout le monde converge avec grand plaisir. Donc ça porte les revenus, ça les fait grandir et ça permet d'endosser l'inflation à l'évidence, comme en Espagne du reste. Croissance des revenus hôteliers tout à fait satisfaisante pour les investisseurs. Après, au risque, c'est que tout le monde pense la même chose et achète au même moment la même classe d'actifs. Et là, ça devient un peu encombré. Et pour nourrir ce rêve de voir les revenus grandir beaucoup, il faut partir d'un taux de rendement plus faible. Donc c'est là où le jeu revient toujours, la balle revient toujours au milieu du terrain, et c'est là où il faut commencer à arbitrer. Mais c'est vrai qu'il y a un tissu économique, c'est la deuxième puissance industrielle européenne après l'Allemagne. Il y a beaucoup d'interactions entre ces deux pays, ils exportent beaucoup, notamment dans l'industrie de pointe, etc. Donc il y a un capital économique, surtout dans le Nord. Milan, c'est un poumon économique parmi les villes leaders, les métropoles leaders partout en Europe. Donc on a acheté assez récemment 2 murs d'hôtels aussi, pour les raisons qu'évoquait Béatrice. C'est ça qu'on est allé chercher. On continuera cet exercice, mais on ne va pas s'arrêter là. Voilà. Xavier, je crois que vous connaissez très bien aussi le marché italien. Oui, sur le marché italien, Swiss Life Asset Managers France gère un peu plus de 300 millions d'encours pour l'ensemble du groupe, aussi bien sur des secteurs comme l'hôtellerie, donc à Milan, que sur la logistique où on est également présent, plutôt dans le nord de l'Italie, sur des axes très commerciaux qui vont être plutôt tournés vers la Suisse et l'Allemagne. Béatrice, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je vais juste rajouter, parce qu'il se trouve que c'est vrai qu'on connaît bien aussi Sofidy. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, mais qui est très important, notamment quand on parle aux épargnants, c'est qu'en fait, on comprend les performances de ces géographies, notamment de ces géographies de l'Europe du Sud, quand on a bien compris finalement que la performance aujourd'hui est liée aux grosses ou grandes réformes finalement et politiques d'austérité que ces économies ont engagé finalement pendant la crise de la dette souveraine en 2012. Donc tout ceci a bien porté ses fruits, et c'est la raison pour laquelle on se dit, a priori, la croissance est durable à partir du moment où elle est quand même fondamentalement, elle repose sur des vecteurs de croissance solides. Mais effectivement, il y a ce phénomène de concurrence ensuite par les prix qui est de se dire peut-être que quand il y a trop d'investisseurs sur les mêmes produits, ça renchérit les prix. Mais la différence, c'est que quand on connaît très bien le tissu local, on sait bien où aller, j'allais dire, choisir plutôt tel actif, plutôt tel secteur que d'autres. Voilà. Alors Olivier évoquait l'Espagne, je crois que vous avez identifié un changement de cycle sur ce pays depuis 2014.
Voilà, exactement. Bon, il se trouve que moi, j'ai l'adage de l'âge qui se voit très bien. Je connais très, très bien l'Espagne. Et c'est vrai que dans la lignée de ce qu'on a expliqué, il y a eu un changement de cycle depuis 2014 pour 2 raisons. Donc, la crise de la dette souveraine qui fait qu'il y a eu... l'Espagne ne pouvait pas faire une dévaluation compétitive puisqu'elle était arrimée à l'euro. Donc, du coup, elle a fait une dévaluation par les salaires, ce qui a été très important pour booster la compétitivité du pays. Donc, tout ceci paraît loin de l'immobilier. Mais il faut bien comprendre, puisque quelque part, c'est ce qui ensuite permet à l'immobilier de mieux ruisseler en termes de performance. Et il se trouve que l'Espagne, dès 2014, avait engagé cette politique en se disant on n'a pas véritablement de tissu industriel aussi compétitif que l'Italie, que l'Allemagne, voire de la France. Donc on va jouer sur le tourisme et du coup, c'est vrai que la politique, entre guillemets, industrielle qu'ils ont déployée pour booster à la fois une politique d'offre, de territoire, à la fois sur les côtes intérieures, sur l'urbain, etc., a porté ses fruits. Et c'est vrai que le cycle, il est totalement différent que ce qu'on avait connu, par exemple, en 2000-2004, où en fait, l'essentiel de la croissance était à l'époque tiré par le secteur de la construction. Donc ils ont retrouvé de la compétitivité, pas seulement sur le secteur de l'hôtellerie, mais c'est le secteur de l'hôtellerie qui a permis ensuite, par la balance des paiements courants, c'est un peu technique, d'attirer des capitaux aussi pour investir dans des secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables. Et tout ceci donc, engendre une dynamique vertueuse aussi sur le secteur, par exemple, de la logistique, mais pas que. Voilà. Alors Olivier, Sofidy investit également en Espagne. Et d'ailleurs, je crois que vous avez quelque chose à nous annoncer. Vous venez de réaliser une acquisition là-bas. Oui, pour compléter ces propos, effectivement, ça ruisselle sur toutes les classes d'actifs, parce que l'Espagne est probablement le pays européen où on observe le plus de transactions au niveau commercial aussi sur des centres commerciaux. Il est extrêmement chaud. Beaucoup d'investisseurs s'intéressent à la trajectoire des revenus qui elle-même est portée par la croissance de la consommation, parce que la croissance est posée là où elle est, bien plus haut en tout cas que la plupart des pays européens. Oui, nous, c'est un pays qu'on apprécie beaucoup. On a déjà acheté 4 ou 5 actifs, d'ailleurs de la logistique, du commerce, du bureau, et récemment un hôtel dans le sud de l'Europe, sur le sud de la côte, sur la Costa del Sol. Un bâtiment qu'on a racheté et pour lequel on a négocié effectivement un bail d'une 15aine d'années avec Pierre et Vacances pour essayer d'upgrader, d'améliorer un petit peu la qualité d'hébergement. Et on a apprécié cette démarche. On sait que cette côte-là a été fortement fréquentée, a subi effectivement une densification assez forte ces 20 ou 30 dernières années à la faveur du tourisme de masse, mais la région s'intéresse à effectivement driver un petit peu plus ces flux de touristes pour essayer de s'axer vers une politique un peu plus durable, on va dire. Donc on a voulu épouser un petit peu ce trend en contribuant à investir sur un objet qu'on allait un petit peu upgrader, un hôtel 4 étoiles avec un accueil français de Pierre et Vacances. Donc oui, très clairement. Et la collection, normalement, ne va pas s'arrêter là. Alors on a parlé de la géographie, on va parler maintenant de la diversification des investissements eux-mêmes. Olivier, aujourd'hui, l'immobilier professionnel ne se résume plus du tout au bureau et au commerce classique, ça va beaucoup plus loin. Oui. C'est vrai que la financiarisation fait que la lecture devient fine. La classe d'actifs bureau, la classe d'actifs historique, j'allais dire la plus profonde, en tout cas en France, en Europe peut-être plus largement. Et puis sont apparus très clairement, de façon lisible, la logistique, le commerce. Et puis là, on pousse vers l'hospitality, l'hôtellerie, y compris l'hôtellerie de plein air, qui est une classe d'actifs toute neuve, qui a 10 ans. Ça fait une quinzaine d'années que vous avez acheté vos premiers hôtels, moins même, 2018, c'est ça. Et ça glisse vers le résidentiel géré, qui est assez facile aussi à détenir pour des investisseurs, puisqu'il est opéré par un exploitant, donc le résidence senior, le résidence étudiant, et puis même plus récemment encore les data centers, enfin, le stockage pour particuliers, qui est une multitude de classes d'actifs. Moi, je voudrais dire un mot sur le commerce, parce que c'est bien de parler de diversification, de mutualisation, de savoir tout faire partout, mais il y a aussi une idée importante, c'est d'être un tout petit peu contrariant, parce qu'à un moment, il faut savoir prendre des vraies décisions. Ok, le commerce, par exemple, c'est un secteur qui subit une défiance de la part du grand nombre des investisseurs depuis une dizaine d'années, depuis qu'on observe que le commerce dématérialisé augmente en flèche. On a pris peur que ça atteigne les valeurs d'immobilier commercial. Deuxième vague de la lame, on va dire, le Covid, avec tous les centres commerciaux qui sont fermés et tout le monde qui se fait livrer par des solutions logistiques. Enfin, voilà. Donc c'est une classe d'actifs qui n'a pas eu les moyens d'être spéculative, de susciter suffisamment d'engouement, particulièrement en sommet de cycle. Donc elle n'est jamais montée très haut en termes de valeur.
Et donc, avec la campagne de hausse des taux pour lutter contre l'inflation, elle n'est pas descendue très bas. Et aujourd'hui, elle est logée, effectivement. Je pense qu'on peut faire des généralités sur les 3 sous-classes d'actifs, centres commerciaux, retail park et locaux de centre-ville. On peut juger, nous modestement, qu'elle est logée effectivement à un niveau de taux, de rapport risque-rendement parmi les meilleurs de toutes les classes d'actifs. Et c'est dans cet esprit-là qu'on en a pas mal accumulé ces 2 ou 3 dernières années. Béatrice, vous partagez cette analyse d'Olivier sur le commerce ? Oui, à ceci près que je vais nuancer quand même pour apporter ma pierre à l'édifice. Donc je suis totalement d'accord sur le fait que coupe-rendement risque, etc. Mais il y a quand même eu, faut pas se le cacher, une forme de dislocation sur le marché des commerces comme sur le marché des bureaux. C'est-à-dire qu'en gros, il y a certains commerces qui marchent très bien, que ce soit des pieds d'immeubles, que ce soit certains centres commerciaux, voire des retail parks, parce qu'ils sont dans une zone de chalandise en particulier, parce que soit elle est très locale, soit elle est régionale. Il y a aussi l'effet du tourisme. Je sais que dans le patrimoine de Sofidy, donc ils arrivent à cumuler ces effets très positifs. Nous aussi, quand on fait des acquisitions, on essaie justement de comprendre quels sont les effets pour aller capter. Oui, c'est vrai, le commerce se porte beaucoup mieux, mais c'est aussi vrai que le marché a été relativement disloqué. Donc ce qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est quelque part le commerce qui a été le plus performant, qui a su être le plus résilient et qui est maintenant sur une trajectoire relativement intéressante, parce que tout le monde a compris que finalement, c'est pas en restant chez soi qu'on allait faire... on allait se faire livrer, que c'était paradoxalement le plus optimal. Voilà, le commerce, c'est aussi la vie en centre-ville, c'est aussi une dynamique, j'allais dire, intéressante pour socialement, sociétalement, et ça fait partie, j'allais dire, de l'architecture urbaine, le commerce. On ne peut pas faire une ville sans commerce. Voilà. Xavier, vous avez quelques exemples d'acquisitions récentes de Swiss Life dans le retail ? Exactement, sur notre dernier produit du coup immobilier, notre SCPI Mistral Sélection, on a acquis 2 retail parks, donc 2 centres commerciaux à ciel ouvert, un en France à Valenciennes et un à côté de Porto, à peu près à 15 minutes de Porto. Et c'est vrai que c'est des classes d'actifs qui, comme le disait Béatrice, permettent de répondre de 1, des zones qui ne sont pas forcément très bien desservies sur la partie logistique du dernier kilomètre, et de 2, notamment ce qu'on remarque à Valenciennes, qui vont répondre à un problème de pouvoir d'achat, donc un besoin socio-économique, où on va retrouver des locataires dits discount, donc par exemple Maxi Zoo ou encore Maxi Bazar. Nicolas, quels sont les nouveaux besoins qui émergent face à ce changement de paradigme sur le marché européen ? Oui, alors peut-être juste avant en rebond, effectivement, je pense que en rebond sur les propos de Béatrice et de Xavier, il y a un maître mot qui se dégage, c'est obligatoirement une notion de sélectivité. Si on ne peut pas purement et simplement dire je vais aller mettre du commerce dans mes portefeuilles, non, on se doit d'être très sélectif parce que il peut y avoir effectivement des formats, des zones qui fonctionnent plus ou moins bien, et donc les généralités à un moment donné, il faut qu'on les mette derrière nous, et c'est notre travail d'asset manager, c'est de porter ce niveau de sélectivité, cette analyse pour pouvoir effectivement aller chercher la bonne boutique, la bonne rue commerçante au bon endroit, parce qu'on embarque nos investisseurs pour des dizaines d'années, même si à un moment donné il ne faut pas tomber amoureux de ses actifs, mais on est quand même là pour démarrer une aventure qui se veut un peu longue. Et pour reprendre la question, c'est vrai qu'il y a des typologies sur lesquelles on a envie de démarrer des aventures un peu nouvelles, qui émergent de nouvelles grandes méga-tendances. D'ailleurs, des méga-tendances qu'on retrouve souvent dans l'univers des foncières cotées, qui ont un petit côté un peu précurseur. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir aussi cette expertise chez Sofidy, mais on a déjà évoqué pas mal de nouvelles typologies. Alors sur fond de développement du e-commerce, la logistique ces dernières années était effectivement un secteur qui est largement monté en puissance. Sur le fond, sur la thématique de la réindustrialisation européenne, c'est vrai que ça donne un nouvel élan, alors un peu différent par rapport au e-commerce, mais un nouvel élan quand même sur ce sujet de la logistique. On a évoqué la thématique des data centers, un enjeu hautement stratégique, bien évidemment, porté une fois encore par le développement, par toute cette logique de dématérialisation de la société, et quelque part tout ce développement dématérialisé. Et puis pour prendre un dernier exemple, effectivement le self-storage, l'entreposage pour particuliers qui émerge énormément du fait d'évolution des familles, une recomposition des familles, une évolution sociétale qui pousse de plus en plus à avoir recours au besoin d'avoir quelques
quelques mètres carrés, quelques mètres cubes pour pouvoir loger des meubles avec une stratégie finalement assez simple, mais au démarrage qui se veut assez courte. Quoi exactement ? Vous avez besoin d'une pièce en plus pour venir stocker des meubles dont vous ne souhaitez pas vous séparer. On pense que ça sera temporaire et puis finalement ça s'installe dans le temps sur un loyer qui est pour quelques mètres cubes supplémentaires. C'est finalement assez peu dans le budget des ménages. C'est semblable aux garde-meubles ou c'est quelque chose ? C'est des garde-meubles, on peut le présenter comme ça, mais finalement avec des loyers qui vont augmenter assez régulièrement. Donc une activité sur le plan immobilier qui semble assez géniale, mais qui vient illustrer tous ces nouveaux concepts qui émergent sur lesquels, aux côtés de ces anciennes typologies qui ne meurent pas, qui évoluent, qui changent, mais qui viennent ouvrir effectivement le champ des possibles pour nous, asset managers. Vous parliez des data centers, je crois que vous avez fait plusieurs acquisitions récentes dans ce secteur ? Alors non, pas sur la thématique des data centers, c'est des choses qu'on regarde mais qui nécessitent aussi effectivement un niveau d'expertise assez important. On aime bien jouer cette thématique-là par le prisme des foncières cotées, mais ça c'est sur un fonds action et pas sur nos véhicules historiques. Donc c'est un secteur auquel vous vous intéressez, mais pour l'instant encore rien de concret. Ça reste un secteur complexe. C'est un secteur complexe, d'accord. Xavier, vous, quelle est votre approche concernant les data centers, donc secteur complexe ? Oui, sur les data centers, on préfère y aller soit par actif ou soit par portefeuille, mais plutôt avec une stratégie sur les infrastructures. Et c'est vrai que pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, c'est des tickets d'entrée qui sont quand même assez importants, notamment si on va avoir des data centers de dernière génération. Et chez Swiss Life Asset Managers, on gère un peu plus de 12 milliards sur la partie des infrastructures. C'était une expertise avant qui était exclusivement pour des institutionnels, donc pour des clients professionnels. Et il y a maintenant 1 an, on a ouvert un fonds justement grand public pour donner accès à cette expertise institutionnelle, donc les infrastructures. Et à l'intérieur, on retrouve du coup un data center dans notre portefeuille. Béatrice, comment est-ce que vous intégrez les nouveaux secteurs comme le life science et d'abord de quoi parle-t-on ? Alors c'est une bonne question par rapport aux propos qui ont été évoqués par Nicolas et Olivier. C'est vrai que le life science, ça a été une classe d'actifs émergente, j'allais dire beaucoup plus rapidement émergente aux États-Unis et au Royaume-Uni comparativement à l'Europe continentale, mais la crise sanitaire est passée par là. Et il faut bien comprendre que le life science, quelque part, il s'exprime différemment selon les marchés par rapport à une réglementation existante. Par exemple, aux États-Unis, quand on parle de life science, tout le monde aura compris qu'on fait référence à des biotechnologie, c'est la même chose au Royaume-Uni, c'est la même chose en Suède. Et quand on parle de life science, par un peu abus de langage, en Europe continentale, on a des réglementations donc très différentes en Europe continentale, même entre l'Allemagne, la France, l'Italie ou l'Espagne. Et pour donner quelques illustrations, quand on parle du life science, par exemple en Allemagne, l'idée c'est pas d'aller faire des biotechnologies parce que c'est pas un marché, même si il y a des opportunités et même si on a fait du life science avec une biotech en Allemagne, on irait plutôt sur ce qu'on appelle du light industrial, c'est-à-dire en gros un bâtiment plutôt mixed-use qui vient quelque part héberger de la R&D au sens large. Et cette R&D, elle sera très différente par exemple entre l'Allemagne, entre l'Italie, entre l'Espagne et entre la France. Et pour illustrer mes propos, je dirais sur l'Allemagne, on va être plutôt sur les nouveaux secteurs de pointe ou sur des nouveaux secteurs tels que la défense. Par exemple, puisque l'Allemagne s'est véritablement positionnée là aussi avec le DER Plan pour innover. Donc là, il va y avoir une demande encore plus importante en termes de R&D sur ce type de bâtiment life science. En Italie, on ira plutôt aussi sur des bâtiments de type life science industriel, mais plutôt sur tout ce qui est telecommunication, microélectronique, voire de ce qu'on appelle du matériel médical. En France, tout le monde aura compris qu'on ira plutôt sur ce qui est de l'intelligence artificielle via le life science, mais avec des locataires qui ont un profil très particulier, soit du software, soit du hardware, soit éventuellement sur de la gigafactory, ce qui est un peu différent du phénomène de puce. Et on fera du life science de manière encore très différente en Espagne, typiquement sur des énergies renouvelables, avec des bâtiments light industrial, donc c'est pas la même chose que des bâtiments industriels, qui sont plutôt mixed use et qui permettent d'avoir loger à la fois des laboratoires pour faire de la recherche et développement et à la fois, j'allais dire, des espaces pour avoir un aspect beaucoup plus opérationnel. Voilà. Alors pour conclure, on va se projeter vers l'avenir. Nicolas, comment voyez-vous dans votre boule de cristal l'évolution à moyen et long terme de l'immobilier d'entreprise européen ?
Alors la question de la boule de cristal est centrale. Déjà dans un premier temps, à court terme, c'est vrai qu'on a tous envie de se projeter sur un marché qui reprend davantage de vigueur, avec des volumes qui redémarrent pour retrouver des niveaux un peu de transactions historiques. Rappelons quand même que le marché de l'immobilier d'entreprise en Europe, c'est entre 250 et 300 millions d'euros de transactions. Quand tout allait bien, on est aujourd'hui sur des niveaux plus faibles, mais voilà, on a tous envie que ça redémarre. En tout cas, un marché qui, alors je n'irai pas vous parler de complexification parce que ça peut faire peur, mais peut-être davantage de sophistication. Ça, c'est un élément important. S'inspirant d'un marché américain, bien évidemment, on s'inspire toujours, on regarde toujours un petit peu ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est vrai que c'est source d'inspiration, donc une logique de sophistication. C'est-à-dire ? On va avoir des marchés qui vont être très certainement de plus en plus spécifiques, avec certaines typologies d'avantages beaucoup plus matures sur certains marchés, sur certaines zones géographiques. Donc ça, c'est un élément avec lequel il faudra qu'on compose, avec cette logique d'être toujours réactif et toujours dans effectivement une prise en direct par rapport à ces marchés-là pour bien sentir le vent et le pouls de ces marchés. Donc ça, c'est un point qui est important. Il y aura sans nul doute, bien évidemment, on ne peut pas être sur un marché 100% copié sur l'Amérique, on aura toujours ces petites couches, cette patte européenne, mais surtout avec des prismes un peu différents en fonction des cultures aussi. Ça, c'est important. J'évoquais tout à l'heure la logique anglo-saxonne, ce pragmatisme qui impose des corrections beaucoup plus rapides. Ça, il faudra continuer à vivre avec. Donc voilà, c'est un peu aujourd'hui cette logique-là des marchés, essayer de retrouver de la profondeur sur ces marchés pour pouvoir aujourd'hui retrouver de la confiance qui est en train de se réinstaurer progressivement. Béatrice, est-ce que vous avez un exemple pour illustrer cette sophistication dont parle Nicolas ? Oui, l'exemple, c'est que par rapport à ce que disait Nicolas, c'est que d'abord quand on investit en immobilier, il faut savoir pourquoi on investit en immobilier. En général, on n'investit pas en immobilier de manière stand-alone, c'est-à-dire à part. En fait, on investit dans une logique de portefeuille pour les épargnants, en se disant finalement, on s'inscrit dans le temps long, on recherche du revenu courant. On est sur un actif du coup qui va porter la compétitivité, là c'est important de le dire. Quelque part on a parlé de méga tendance depuis tout à l'heure, on a parlé finalement de ce qui se passait en Europe par rapport à l'accident historique évoqué précédemment. Il est bien évident que le rapport Draghi, qui était un vœu pieux, là est en train de se mettre en route, même si ça prend du temps, et tout ça pour dire que en fait, moi, je suis relativement confiante, notamment par rapport au fait que le terrain de jeu, paradoxalement, il devient plus complexe parce qu'on a eu une archipélisation des marchés immobiliers, c'est-à-dire que sur certains marchés, il y a une dislocation et c'est la raison pour laquelle il faut être très sélectif. Mais quelque part, le terrain de jeu, il est beaucoup plus ouvert qu'auparavant. Et du coup, quand l'objectif est de générer du revenu courant, l'idée, c'est qu'il va falloir mettre en place ce qu'on appelle designer des stratégies qui sont relativement complémentaires et qui permettent à la fois de jouer les cycles en ayant une bonne lecture des cycles pour quelque part assurer une stabilité des revenus au cours du temps, puisqu'en fait, quand on investit en immobilier, on investit justement pour essayer d'échapper à l'érosion monétaire. On n'a pas parlé de l'indexation, mais c'est évident, mais aussi pour générer finalement ce revenu supplémentaire dont on parlait antérieurement par rapport au fait que les taux vont rester relativement élevés. Et l'actif réel, c'est aussi le sous-jacent sur lequel on peut travailler directement. Donc nous qui sommes en immobilier, on travaille les actifs au jour le jour et en fait on les travaillera différemment selon qu'on soit sur un secteur, par exemple l'hospitality pour repositionner un hôtel, qu'on soit sur le secteur logistique, on va favoriser une stratégie plutôt qu'une autre. Et l'idée c'est avoir des stratégies qui quelque part sont complémentaires et qui maillent le portefeuille pour le sécuriser et assurer finalement les rendements qu'on promet aux épargnants. Alors, quels sont les facteurs qui vont soutenir cette évolution ? Alors, les facteurs fondamentaux, on en a parlé un petit peu au début. Il y a des facteurs qui sont à la fois locaux et plus globaux. Il y a le fait que l'Europe, même si ça prend du temps, rentre dans une dynamique un petit peu nouvelle, avec une consolidation de l'Europe au niveau industriel. C'est ce que je vais dire par abus de langage, ce qu'on a connu dans les années 50, ce que tout le monde n'a pas connu chez Boursorama, mais chez Boursorama, avec une forme de planification européenne, de déploiement finalement de certaines politiques publiques, privées, qui vont être très favorables à l'immobilier. Donc ça, c'est des facteurs
facteurs de long terme très favorables, ce que vous appeliez effectivement des méga-tendances, et puis des facteurs plus locaux qui sont en fait une forme d'auto-organisation de certains marchés, de certains territoires, dont on voit aujourd'hui qu'ils sont relativement porteurs pour déployer certaines stratégies plutôt que d'autres. Donc moi je suis positive, voilà. Justement, Xavier, vous adaptez votre stratégie par rapport aux grandes annonces comme le plan Readiness 2030 qu'on évoquait en début d'émission. De quoi s'agit-il et comment est-ce que vous êtes adapté par rapport à ce plan? Exactement. L'objectif, en fait, c'est vraiment d'adapter nos stratégies par rapport aux grandes annonces pour pouvoir expliquer aux épargnants quels vont être nos choix et surtout rester cohérents sur les rendements, comme le disait Béatrice, qu'on peut promettre à nos épargnants. Et un petit mot sur le plan Readiness. Alors le plan Readiness s'implique beaucoup finalement du rapport d'abord d'Enrico Letta et de Mario Draghi, qui est en fait de déployer finalement beaucoup de moyens au niveau européen, de favoriser une coopération entre les pays européens. Donc ça c'est très important pour l'immobilier parce qu'en fait de manière chirurgicale, on va avoir finalement certains montants selon les secteurs en Espagne, en Allemagne, en France et selon finalement les relations de collaboration entre les pays qui vont être assez différentes. Donc ça c'est important de bien le comprendre. Et finalement la question c'était le plan Readiness. Oui, en quoi ça consiste? Je sais pas ouais, c'est un débat. Voilà, quelque part, voilà, c'est un nouveau grand plan européen, tel que c'est un peu le similaire avec ce qu'on a connu quand il s'appelait Next Generation EU, hein, qu'on a connu pendant et après la crise sanitaire, qui est un déploiement de capitaux relativement massif, aussi des prêts accordés aux entreprises locales, finalement à des conditions extrêmement avantageuses, et qui est quelque part la mise en marche du plan Draghi pour favoriser la compétitivité en Europe et surtout pour résorber l'écart de productivité avec les Américains qu'on a observé depuis une dizaine d'années, où finalement nous on investissait dans le passé sur des secteurs relativement traditionnels, on dira pour reprendre la terminologie action, sur des secteurs de type value, alors que les Américains eux ont investi sur des secteurs de type growth avec de la biotech, des télécommunications par exemple et de l'IA, et l'objectif c'est de dire ok, faisons une politique beaucoup plus commune, redéployons là où ça fait sens avec finalement des avantages compétitifs et comparatifs qui vont être différents, par exemple entre la France, l'Allemagne pour ne citer que ces grands pays, l'Italie et l'Espagne, de manière finalement à optimiser une forme de nouvelle politique industrielle. Et quand on parle de politique industrielle, je mets un bémol, en fait on parle de politique hyper industrielle, puisque l'IA n'est pas de l'industrie en tant que telle. On voit bien qu'il y a une espèce finalement de frontière fongible, entre ce qui est l'industrie au sens du passé et finalement la nouvelle économie et notamment de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Voilà en quelques mots Readiness. J'espère que je n'ai pas dénaturé, mais c'est pour donner les grandes lignes. Voilà. Olivier, est-ce que grâce à toute cette volonté politique, ce soutien, l'Europe peut vraiment concurrencer les États-Unis ? Toutes les géographies sont structurellement en compétition, j'allais dire, pour revenir dans le secteur de l'immobilier. Maintenant, les grands argentiers de la place, ceux qui ont investi historiquement, sont présents, ont développé des plateformes opérationnelles pour intervenir très nerveusement, très rapidement sur une géographie ou une autre. Donc oui, en partant de ce constat, oui. Après, il faut revenir, je pense, aux considérations très générales, à cet accident qui fait que Trump incarne aujourd'hui la perte de sécurité avec ses politiques sur les tarifs et sa politique fiscale où il laisse filer le déficit américain, le volume de dette qui va finir par poser un problème, qui explique aussi ce taux de la dette souveraine américaine. Donc les grands argentiers de la place n'aiment pas l'insécurité, Trump l'incarne un peu, l'Europe avec ce nouvel élan incarne davantage de sécurité, même si elle n'est pas parfaitement intégrée. Donc les investisseurs de la place, y compris certains Américains d'ailleurs, mais surtout asiatiques et Middle East, commencent à regarder sérieusement, c'est ce qui est observé en tout cas chez Tikehau, ce qui se passe en Europe avec des visées d'investissement, dont sur la classe d'actifs immobilière. Donc oui, il y a de bonnes raisons. Après, l'histoire reste à s'écrire. Hein. Les vases communicants demandent à être observés dans les années. Mais en tout cas, l'élan qui est pris, les intentions sont là. Et donc oui, on espère pouvoir répondre favorablement à votre question. Oui. Alors notre émission se termine. Béatrice, je vous laisse le mot de la fin. Oui, pour corriger ce que j'ai dit quand même, ce qui n'était pas attendu, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'on parle du plan Readiness 2030, mais il s'appelait le plan REARM 2030 et qu'en fait, on a changé le vocabulaire puisque l'idée, c'était quand même d'être plus orienté sur une défense européenne et, j'allais dire,
par effet graduel, il y a la défense et il y a tous les autres secteurs qui vont être finalement inondés par ce déploiement finalement de dépenses publiques sur les différents territoires. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque par rapport à Readiness ou au ReArm, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la transition climatique, on n'a pas parlé de l'ESG. C'est vrai que quand on réfléchit par rapport à ce plan Readiness 2030, autant on avait des valeurs ESG qui correspondaient à une terminologie particulière, il est aujourd'hui admis, toute classe d'actifs confondus, dont l'immobilier, que le E sera plutôt pour l'énergie, pour le S, vous l'avez dit en introduction, la souveraineté, et pour le G, pour les risques géopolitiques. Et c'est vrai que l'immobilier, quelque part, apparaît véritablement comme un secteur pour véritablement mettre en marche, je l'ai déjà dit, mais finalement ce plan théorique. En fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que l'immobilier, quelque part, rien ne se consomme sans immobilier, rien ne se produit sans immobilier. Donc quelque part, l'immobilier, c'est le véritable sous-jacent pour porter cette politique européenne dans les années à venir et regagner de la compétitivité et forcément de la performance. Voilà. C'est la fin de notre émission. Merci à tous pour ce tour d'horizon complet des perspectives de l'immobilier professionnel en Europe. Merci. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau webinaire de la 5e édition du Bourse Live.